J'ai vu des rayons fabuleux. Des rayons C briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Cette dernière phrase qui fout les chocottes et m'a donné une de mes premières claques cinématographiques, n'est pas dans le script. C'est Rutger Hauer qui l'ajoute. Petit sourire aux lèvres, improvisation fantastique qui sublime presque à elle seule le film en entrant dans la légende. Et cette histoire du mot juste, de la mimique, du geste improvisé parcourt toute celle du cinéma, fascinant les cinéphiles et remplissant des dizaines de vidéos top 10 sur YouTube. Mojo. Mais justement, ça veut dire quoi pour un film de se laisser aller à l'impro? Quand un réal est seul maître à bord, quand on sait que c'est une industrie qui brasse des milliards de dollars chaque année, comment est-ce qu'on fait pour lâcher la bride? Pour prendre ce risque-là? Ouais, on commence à être habitué à force. Salut, c'est Albin pour un nouvel épisode de Kino, et aujourd'hui on va parler improvisation. Quand on parle improvisation, on a plutôt tendance à penser à la musique, au buff de jazz qui s'est construit en grande partie sur cette capacité des classiques à permettre les plus grandes excentricités pour la postérité. Ou alors au théâtre d'impro, genre provoquant toujours un léger malaise chez pas mal de monde, faut bien l'avouer. Mais comme pour le théâtre, l'impro a sa place au cinéma, et souvent elle a participé à construire sa mythologie. Que serait Taxi Driver sans la célébrissime scène d'impro de De Niro devant son miroir ? Où l'acteur en roue libre n'avait pour seul script que se parle seul devant le miroir. Le personnage du Dr Folamour ne serait pas aussi culte si le génial Peter Sellers n'avait pas rajouté au personnage ses mimiques et ses hurlements pro-Hitler. On a tendance à chercher ce genre d'anecdote pour nourrir notre appétit de fan, de cinéphiles patentés. Petit détail à glisser en société pour faire le malin, comme le fait que Harrison Ford était malade le jour du tournage de la scène de combat au marché, expliquant qu'il expédie le combat d'un coup de pistolet. Mais aussi et surtout, une manière d'aller voir au cœur du processus de création, et peut-être d'y retrouver une sorte de spontanéité qui nous est chère. Parce que quand il nous arrive au cinéma, sur notre écran de télé ou d'ordinateur, le film est déjà le plus souvent un tout bien ficelé, logique et terminé. Et un des premiers chocs de cinéma, c'est de se rendre compte que c'est du cinéma, et pas un documentaire. Que tout ce qu'on voit à l'écran n'est pas un résultat fluide, mais au contraire le travail acharné de centaines de personnes sur des mois pour arriver à cette illusion fantastique. Je me souviendrai toujours du choc de ma petite sœur le jour où je lui ai expliqué comment fonctionnaient les effets spéciaux de Harry Potter. Et qu'elle m'a répondu que c'était filmé, donc que c'était vrai. Filmé, donc vrai. À l'heure de la fake news à gogo, la phrase peut faire sourire. Mais aux prémices du cinéma, le film faisait figure de témoin honnête, incorruptible. Filmer, c'est montrer de but en blanc. Et c'est par exemple ce que recherche à faire le mouvement Cinéma-Vérité, qui voulait s'approcher au plus près du réel. Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes, qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma-vérité. Mais le cinéma, on l'a dit, c'est l'illusion. L'illusion du mouvement, l'illusion du jeu d'acteur, du montage, de la production, de la fiction. Malgré toutes nos suspensions volontaires d'incrédulité, le cinéma reste une illusion. Alors quand arrive l'improvisation, on a l'impression d'y retrouver une forme d'honnêteté, de vérité pure. L'impro renforce l'impact sur les spectateurs. Comme le fait une photographie qui n'est tirée qu'à un nombre réduit, l'impro donne un poids à la scène que l'on voit, unique, fugace, qui se serait perdu dans l'oubli si on l'avait pas capté. Comme si le cinéma retrouvait quelque part cette magie des premières années, celle d'être un gardien de souvenirs. Cette même magie qui nous submerge quand on retombe par hasard sur des vieux films de famille par exemple. L'impro nous redonne un sens du réel. Comme quand Heath Ledger, qui joue le Joker, se met à applaudir bruyamment au moment où Gordon reçoit la nouvelle qu'il est promu commissaire. Ledger ne devait que regarder de loin, d'un air malveillant, le bonheur des flics. Mais en ramenant le centre de la scène sur lui, il rappelle à tous que le film ne parle pas de ces moments fugaces, mais bien plus de la menace sourde et chaotique du Joker.
Ou encore quand Dustin Hoffman dans Macadam Cowboy engueule un chauffeur de taxi qui avait pas vu l'équipe de tournage et qui a manqué foncer sur les acteurs, avec cette phrase cultissime qui est devenue une référence new-yorkaise et qui met en exergue, dès le début du film, le caractère profondément violent de son personnage qu'il tente de cacher sous une apparence de cordialité, à la manière de New York elle-même. Mais si l'improvisation donne un vrai sentiment de liberté, une respiration souvent bienvenue dans des productions de plus en plus quadrillées et millimétrées par les studios, il y a quand même un problème quand elle part en vrille, hors de contrôle total. Et ça, c'est un truc qu'avaient compris les membres de l'Oulipo, un mouvement politico-littéraire français de l'entre-deux-guerres dont les membres mettaient en avant l'idée de se donner ses propres contraintes, ses propres rails pour pouvoir canaliser et exprimer au mieux leur imaginaire, leur créativité débordante. Un des exemples les plus connus, c'est La disparition de Georges Perec, qui s'est tenu à écrire un roman entier sans utiliser la moindre fois la lettre E. La créativité sans borne se heurte souvent à la limite de son infini. Ou s'arrêter, ou décider de ce qui vaut la peine ou pas. Là où tout est possible, tout se vaut en fait. Et pour reprendre l'exemple du Joker de Ledger, j'ai envie de l'opposer à celui de Joaquin Phoenix. C'est de notoriété publique que le film de Todd Phillips s'est abondamment reposé sur des improvisations de l'acteur, allant jusqu'à en faire un argument marketing dans sa campagne aux Oscars. Phoenix n'avait quasi aucune limite, comme le décrit Lawrence Shear, le chef-op du film. Joaquin a créé toute la scène de la danse, et après le succès de cette scène, on a commencé à créer des moments similaires. Tout ce qu'on savait, c'était qu'il allait tirer un moment, mais on n'avait pas prévu quand, et d'ailleurs, on ne savait pas qu'il allait se lever, avoir ce dialogue avec lui-même, puis danser. On avait juste 2 caméras dans la pièce, et on a laissé le truc se dérouler, et c'est devenu central dans la façon dont on a fait le film. Ça, pour moi, c'est un aveu d'échec. Quand le chef-op lui-même n'a plus la prise sur le plan, quand le réal n'a même plus son mot à dire et que toute l'équipe est accrochée à la capacité d'un acteur à sublimer, pour moi, c'est un aveu d'échec pour un film. Quelle que soit la qualité du jeu d'un acteur ou d'une actrice, c'est impossible de bouffer tout ce qui fait le reste du film, à commencer par l'éclairage, le cadrage et le montage. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai autant de mal avec Joker. C'est que le film, pour moi, n'est pas un film. C'est une compilation de répétitions, de propositions de la part de Joaquin Phoenix, sans personne pour mettre une limite. We never rehearsed the character, we never talked really specifically about what he would do. All we really talked about was script and story and character, but we never talked about how are you gonna do it, you know what I mean? Mais là, on parle d'improvisation de la part des acteurs et actrices, et les réals sont pas en reste non plus. Et à ce petit jeu, ça peut rapidement nous pousser à rentrer dans le champ bien trop large de l'éthique de l'art. La plupart reposent quand même sur une volonté de bousculer les comédiens et comédiennes pour capter quelque chose de spontané. Comme le fait souvent Scorsese, notamment dans Les Affranchis avec la scène de la blague, où Joe Pesci avait carte blanche et aucun autre comédien n'était au courant de ce qu'il allait faire. I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh. Ou encore quand Alan Rickman est lâché plus tôt que prévu dans Piège de cristal pour avoir sa vraie surprise. Mais d'autres peuvent aller bien plus loin dans les surprises pour leurs acteurs et actrices, et souvent des mauvaises. Comme Stanley Kubrick, qui avait pris l'habitude de garder ses acteurs dans le flou pour énormément de scènes, afin d'obtenir une prise plus vraie que nature. Avec comme point d'orgue son dernier film, Eyes Wide Shut, sorte de cauchemar éveillé de plusieurs mois pour Tom Cruise et Nicole Kidman, où Kubrick les a dûment manipulés pour obtenir dans leur couple en difficulté dans la vraie vie, les meilleures réactions à l'écran. Mais c'est Ken Loach qui est peut-être le réalisateur le plus connu pour surprendre, certains pourraient dire torturer, ses acteurs au nom d'une bonne scène. Comme dans Le vent se lève, où Cillian Murphy est censé exécuter un adolescent traître à la cause. Et pour obtenir la meilleure réaction possible de la part de l'acteur, Loach s'est arrangé pour que Murphy soit en charge de l'adolescent pendant la préparation du tournage et s'attache donc à lui. You know, because you're shooting chronologically, and because you're finding out the information as the character does, you become aware that perhaps there's something happening here. But again, it's not an intellectual thing; it's an emotional thing. Ou plus pervers encore, dans Lady Bird, qui narre l'histoire d'une femme élevant seule et difficilement ses enfants dans la banlieue de Manchester. Le réalisateur a tenu à filmer les scènes dans l'ordre de montage et à associer le plus possible l'actrice Chrissy Rock aux enfants dont elle est devenue la garante sur le tournage. Tout ça pour mieux la surprendre lors de la scène où la DAS vient saisir les enfants pour la 2e fois. Scène qu'on lui avait cachée juste là, elle qui pensait que le film finirait sur une happy end. But I have to take the baby with me now. Taking things off Maggie, and show. calm No, down, you've made a please. mistake. I have to Please, take the you've made a baby. mistake. Please don't Please, do Maggie, this. we'll have a Please. case conference. No, We'll be able to talk no, about it, but I no. have to take the baby now. Please, It's a you've made a legal mistake. order. Look, I'm
no, Maggie Conlon, you've made a mistake. Don't get George, don't get George. Maggie. No, please, Maggie, please, just wait till the time comes in, please. Maggie, No, you can't, please, you've made a mistake, you can't do this again to me. La scène est certes déchirante, mais la douleur de l'actrice l'est tout autant. The emotion in that room, it was electric. Absolutely electric. Because it didn't feel like it was a film. And it was like, all I remember is getting on the floor, screaming, arching, like the whole of me inside was being pulled out of my body, and I was arching up with it. Et en même temps, la scène est une des plus fortes que j'ai jamais pu avoir la chance de voir au cinéma. Et ça me laisse sur une ambiguïté. Est-ce qu'un film mérite qu'on fasse ça ? Est-ce que la voracité de réel, d'émotions pures, presque vampiriques, qui est la nôtre en tant que spectateur et spectatrice, vaut le coup ? Je pense que c'est une question bien plus large que juste celle de l'impro, puisque ça parle de notre rapport au divertissement et aux autres. Et j'ai pas la prétention d'avoir une réponse toute faite. Comme d'habitude, je vous laisse y songer, en regardant ces films tant qu'à faire. Ça vaut vraiment le coup. Allez, à plus dans le bus. Oh my God.